Alors on passe au dossier 3, donc il s'agit d'un patient de 55 ans qui présente des vomissements sanglants. Vous retrouvez à l'examen clinique une tension qui est un peu basse, une tachycardie, le patient est pâle et il présente des marbrures. Donc le diagnostic à évoquer donc, dans la question 1, c'est un choc hémorragique dû à une hématémèse, donc les vomissements sanglants, chez un patient cirrhotique. Alors, les arguments pour dire qu'il s'agit d'un patient cirrhotique, ce sont donc l'intoxication alcoolique que le patient vous déclare à son arrivée et les angiomes stellaires que le patient présente. Les deux diagnostics différentiels de l'hématémèse à évoquer sont l'hémoptysie et l'épistaxis des glutis. Donc ça, sur des données d'interrogatoire, vous devez arriver à les éliminer. Les mesures à prendre en urgence sont l'hospitalisation en unité de soins intensifs, parce qu'il s'agit d'un choc hémorragique. Il faut mettre des voies veineuses de bon calibre, il faut mettre 2 voies veineuses. Il faut laisser le patient à jeun, lui poser une sonde nasogastrique qui permet d'une part d'éviter l'inhalation et d'autre part qui peut permettre de faire des lavages à l'eau froide pour essayer de juguler un peu l'hémorragie. Vous allez remplir le patient par des macromolécules et vous allez prévoir une transfusion isogroupe isorésus. Il faut bien sûr le surveiller, donc sur des critères hémodynamiques et sur les critères biologiques. Donc vous allez réaliser des hémo-Q fréquents pour voir s'il n'y a pas de nouvelles déglobalisations. Les examens biologiques que vous devez réaliser sont le groupe, le Rhésus et les RAI, qui sont indispensables avant la transfusion. La numération plaquettaire, qui va être plus précise que l'hémo-Q réalisé aux urgences. Le bilan hépatique et l'hémostase, donc pour évaluer un peu la gravité de la cirrhose. Donc question 2, on vous demande de réaliser un examen à visée étiologique. Donc le premier examen réalisé devant une hématémèse, c'est une fibroscopie œsogastro-duodénale qui va être réalisée sous anesthésie locale et qui va permettre donc de faire le diagnostic étiologique et de réaliser un geste thérapeutique. Il faut, avant de réaliser ce geste, que le patient soit stable hémodynamiquement, donc il va bien falloir faire la réanimation avant de réaliser l'examen. Il ne faut pas non plus que le patient ait de troubles de conscience au moment de l'examen. Cet examen est à réaliser une fois que le lavage est redevenu clair et après injection d'érythromycine qui va permettre que l'examen soit plus contributif. Question 3. Quelle est la principale cause d'hémorragie chez le patient cirrhotique? Donc, chez un patient cirrhotique, la principale cause d'hématémèse, c'est la rupture de varices œsophagiennes qui est secondaire à l'hypertension portale. Il existe d'autres causes d'hémorragie digestive, donc on vous en demandait 7. Donc, les principales causes sont les varices cardiotubérositaires, l'ulcère, la gastrite d'hypertension portale, l'œsophagite peptique, un cancer œsophagien ou gastroduodénal, un syndrome de Mallory-Weiss qui est lié à des vomissements répétés, ou encore des anomalies vasculaires donc qui peuvent être des angioplasies ou une maladie de Randu-Hössler. Chez un cirrhotique, l'ulcère est-il plus ou moins fréquent que dans la population générale? L'ulcère est plus fréquent chez le cirrhotique que dans la population générale et il survient également à un âge plus jeune, mais les mécanismes physiopathologiques de l'ulcère chez le cirrhotique ne sont pas clairement identifiés. Question 4. Donc vous aviez raison, il s'agissait bien d'une hématémèse par une rupture de varices œsophagiennes. Donc les possibilités thérapeutiques devant ce tableau sont les substances vasoactives, donc comme la somatostatine, le traitement endoscopique, donc qui peut être ligature ou sclérose de varices œsophagiennes, la sonde hémostatique de tamponnement, donc c'est la sonde de Blackmore qui contient des ballonnets qui se gonflent contre la paroi de l'œsophage et qui cessent l'hémorragie. Et enfin, il y a une option qui est chirurgicale ou interventionnelle, qui est l'anastomose porto-cave. Donc elle peut se réaliser soit par un TIPS, qui est donc le traitement interventionnel, soit par voie chirurgicale. Mais ce dernier traitement est de moins en moins réalisé
en raison de nombreuses encéphalopathies hépatiques qui sont liées à ce traitement. Et puis le traitement chirurgical est assez lourd pour les anastomoses porte-caves et donc il est quasiment abandonné. La sandostatine permet-elle à elle seule de diminuer le saignement? Et par quel mécanisme? Alors oui, la somatostatine permet de diminuer le saignement, mais seulement dans les hémorragies qui sont liées à l'hypertension portale. Donc dans le cadre de la rupture de varices œsophagiennes, la somatostatine est efficace par une vasoconstriction splanchnique, parce qu'il existe une augmentation du tonus vasculaire par une inhibition des vasodilatateurs des vaisseaux digestifs. Question 5. Il y a des mesures à prendre à distance de cet épisode d'hématémèse, donc notamment l'arrêt de l'alcool, le traitement endoscopique des varices œsophagiennes, puisque là le traitement en urgence ce sera fait uniquement sur la varice en cause, et une prophylaxie secondaire. Donc en dehors des contre-indications, on utilise principalement les bêta-bloquants. S'il y a une contre-indication aux bêta-bloquants, on utilisera des dérivés nitrés. Et enfin, il faut mettre en place une vitaminothérapie B1, B6. Faut-il mettre en place une surveillance endoscopique des voies œsophagiennes et si oui, quand? Alors, chez ce patient, il n'y a pas d'indication à la surveillance endoscopique puisqu'il a des varices œsophagiennes donc qui vont être traitées. Donc il y a des recommandations à ce sujet de la SNFGE, la Société nationale française de gastroentérologie, qui dit donc qu'il faut réaliser une endoscopie au diagnostic initial de cirrhose pour voir s'il y a des varices œsophagiennes. S'il y en a, il faut les traiter et après il n'y a pas de surveillance. Si il n'y a pas de varices, il faut réaliser une endoscopie tous les 3 ans. Et s'il y a des varices de grade 1, il faut faire une surveillance puisque ça ne nécessite pas de traitement, mais il y a quand même un risque d'évolution. Et donc là, il faut faire une surveillance tous les 2 ans. Question 6. L'évolution de cet épisode d'hémorragie est favorable. Par contre, on vous appelle 2 jours plus tard parce que le patient tremble, est fébrile, agité. Donc, devant ce tableau d'agitation, il faut évoquer en premier lieu un délirium très mince qui est lié au sevrage en alcool chez ce patient qui a été hospitalisé. Donc, les arguments sont l'insomnie, l'agitation psychomotrice, le fait qu'il ait des hallucinations visuelles, le fébricule et la tachycardie. Pour prendre en charge cet épisode, il va falloir donc déjà éliminer un diagnostic différentiel. Donc il va falloir faire un ionogramme sanguin, voir s'il n'y a pas des causes médicales, physiques qui expliquent l'état confusionnel et d'agitation. Il faut l'hospitaliser en urgence en unité de soins intensifs, le mettre en condition, il faut qu'il soit dans une pièce calme, qu'il soit bien éclairé, parce que ça va améliorer son état, ses fonctions supérieures. Il faut qu'il soit scopé, et il faut le réhydrater et mettre en place une vitaminothérapie B1, B6 par voie intraveineuse. Et il faut donc, si possible, lui donner des benzodiazépines Péros. Si ça n'est pas possible, il faut lui donner en intraveineuse. Peut-on réhydrater un patient alcoolique qui présente un DT s'il a une insuffisance hépatique sévère et une volumineuse ascite? Alors oui, puisqu'il s'agit de le réhydrater et non de l'hyperhydrater. Il faut essayer de maintenir chez un patient qui a une insuffisance hépatique sévère une perfusion rénale qui soit suffisante pour éviter que le patient développe un syndrome hépato-rénal. Et donc il faut essayer de faire en sorte de ne pas aggraver la surcharge hydrique tout en maintenant une hydratation satisfaisante. Et donc il faut faire cette réhydratation avec une surveillance stricte du ionogramme sanguin et de la diurèse.